On aurait dit que Dakar dormait. Mais la vérité, c'est que la ville bouillonnait. Et Aminata Faye, elle, était déjà au bord du précipice, même si elle l'ignorait encore. Dans la lumière brumeuse du matin, Aminata gravit les escaliers en colimaçon du ministère de l'Énergie. Une robe beige simple, un foulard soigneusement noué. Une allure sobre, digne, professionnelle. Elle avait 32 ans, analyste énergétique brillante, respectée, effacée. Elle connaissait tous les chiffres du pays, les dossiers confidentiels, les contrats signés dans l'ombre. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. D'abord, le regard fuyant du gardien. Puis ce silence trop poli dans les couloirs. Enfin, cet email sans sujet, envoyé à 3h42 du matin. Dossier Cara supprimé immédiatement. Pas un mot. Le message venait du ministre en personne. Son cœur s'accéléra. Elle connaissait ce genre d'ordre. Elle savait ce que contenait le dossier Cara. Elle l'avait vu, lu, analysé. Et ce qu'elle avait découvert, c'était un crime d'État. Le champ pétrolier de Cara, présenté au monde comme le sauveur économique du Sénégal, cachait une vérité monstrueuse. Des financements occultes, des décès dissimulés, et surtout, un accord secret avec une société militaire étrangère opérant en Afrique de l'Ouest. Aminata avait tout recoupé, tout, et elle avait sauvegardé les preuves, par précaution, sur une clé cryptée, planquée dans un flacon de parfum, au fond de son sac. Mais à 11h04, tout bascula. 3 hommes en costume surgirent dans son bureau. Aucun badge, juste un regard. Ils posèrent une enveloppe sur son bureau. Rouge, cacheté. Vous êtes suspendu. Indéfiniment. Quittez les lieux immédiatement. Pas d'explication. Pas d'appel. Pas de droit à la parole. En quittant le ministère, le soleil la frappa de plein fouet. Mais c'était la glace dans sa poitrine qui la paralysait. Il savait, ou du moins, il soupçonnait. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Un seul mot dans le message. S'ils t'ont vu, tu n'as plus que 24 heures. Cache-toi. Elle s'arrêta net, au milieu de la rue. Autour d'elle, Dakar continuait de vivre comme si de rien n'était. Mais elle venait de franchir un seuil invisible. Dans les récits anciens, c'est ici que le héros refuse l'appel. Mais Aminata, elle n'avait plus le choix. Elle ne savait pas encore que sa sœur, Awa, avait été enlevée la veille, que sa mère était surveillée, que l'homme qu'elle aimait, Idriss, faisait partie de ceux qui voulaient la battre. Mais elle savait une chose, la vérité vivait encore en elle, et à partir de ce moment-là, elle ne serait plus jamais victime. Aminata n'était pas rentrée chez elle. Elle savait que leur première réaction serait de la faire disparaître avant qu'elle ne parle. Alors elle fila droit vers Tiaroua, à l'écart du centre. Là-bas, dans les ruelles serrées d'un quartier populaire où elle avait grandi, se cachait une femme que presque tout le monde croyait morte. Tante Daba, autrefois journaliste politique redoutée. Aujourd'hui, officiellement enterrée après un accident de voiture à Kaolack. En vérité, elle vivait recluse depuis 12 ans, effacée du système après avoir levé le voile sur une affaire de détournement militaire. Aminata l'appelait rarement, et seulement en cas d'urgence. Elle frappa une fois, pas deux. La porte s'ouvrit lentement. Un œil pâli l'observa dans l'ombre. « Je savais que tu viendrais. Ils t'ont trouvé, n'est-ce pas ?» À l'intérieur, la pièce était pleine de journaux, d'enregistrements, d'antennes bricolées. Un sanctuaire de mémoire et de rage. Maman Daba l'écouta en silence pendant qu'Aminata racontait tout. Le dossier Cara, l'ordre de suppression, l'expulsion soudaine. La clé cryptée dans son sac. La vieille femme hocha lentement la tête, puis sortit un carnet noir, couvert de symboles. Elle l'ouvrit à une page griffonnée de cartes, de noms, de liens. Regarde bien. Au centre du schéma, le nom Idriss Diop. Son amant, son confident, l'homme qu'elle aimait depuis 2 ans. Il ne travaille pas pour toi, Aminata. Il travaille pour eux. C'est lui qui a mis ton nom sur la liste. Et il n'était pas seul. Le choc la frappa comme un coup au ventre. Elle sentit sa gorge se resserrer. Idriss, celui qui lui avait juré loyauté, celui qui l'avait aidé à obtenir le poste au ministère, c'était lui, depuis le début. Maman Daba continua.
Tu pensais que c'était toi la cible parce que tu avais découvert la vérité. Mais non, tu étais la vérité. Toi-même. Aminata voulut partir, hurler, fuir. Mais Maman Daba lui posa une main sur le bras. Une prise ferme, comme un rappel. Tu n'as plus de maison, plus d'emploi, plus de famille en sécurité. Tu ne peux pas juste disparaître. Tu dois les forcer à te voir, à te craindre. Elle lui tendit un téléphone jetable et une enveloppe contenant un passeport falsifié à son nom. Aminata Kairaba. Un nouveau nom pour une nouvelle guerre. Mais alors qu'elle parlait, quelqu'un écoutait. Dans une camionnette noire, garée de l'autre côté de la rue, une oreillette crépitait. Une voix masculine, grave, confirmait. Elle est chez la vieille. On lance le nettoyage ce soir. Et à minuit, une silhouette masquée escalada le mur de la cour. Mais il ne savait pas que YAY Daba avait laissé des pièges pour les fantômes. La maison explosa. L'homme fut pulvérisé. Et Aminata, cachée dans les égouts de la rue latérale, serrait la main de sa tante, brûlée mais vivante. Le feu est lancé. Maintenant, tu n'as plus qu'à marcher dans les cendres. Elle s'appelait maintenant Aminata Kairaba, et son reflet, dans le miroir de la salle de bain, la fixait avec étrangeté. Les mèches noires tressées serrées. Le regard dur, dissimulé derrière des lunettes fumées. Une robe d'apparat rouge foncé, longue, sculptée, prêtée par Maman Daba, dérobée autrefois dans une villa gouvernementale. Un collier de perles anciennes au cou. Elle ne ressemblait plus à l'ancienne Aminata. Elle ressemblait à une femme qu'on n'ose pas interroger. Ce soir-là, dans un immeuble en verre du plateau, un gala discret avait lieu. Officiellement un dîner pour célébrer l'investissement dans l'éducation numérique. Officieusement, un point de contact entre fonctionnaires corrompus, investisseurs privés et forces sécuritaires. Et elle avait reçu une invitation, signée d'un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis 14 ans. Bienvenue, Aminata. Signé, Malik Cissé. Malik, le frère de son ancien fiancé, disparu lors d'une manifestation étudiante violemment réprimée. Officiellement mort, mais jamais enterré. Et voilà que son nom réapparaissait. Vivait-il? Était-ce un piège? Ou un signal venu des profondeurs? Elle pénétra dans la salle à 21h18. L'odeur du cuir, du vin cher, des climatiseurs poussés à fond. Et ses regards, certains surpris, d'autres tranchants. Idriss était là, debout près d'une ministre étrangère, en costume gris-perle, un verre à la main. Il faillit lâcher le verre en la voyant. Mais il se reprit, à demi-sourire, et elle lui rendit un regard vide. Un homme en noir l'approcha, lui glissa un mot à l'oreille. Le messager vous attend au dernier étage. Ascenseur 4. Code 1982. Elle obéit, frissonnante, plus par tension que par peur. Dans l'ascenseur, elle saisit la clé USB planquée dans son talon gauche. S'il s'agissait d'un guet-apens, elle n'hésiterait pas. Quand les portes s'ouvrirent, un homme l'attendait dans l'ombre. Vieilli, une cicatrice à la tempe gauche. Ami. Elle sentit le sol vaciller. C'était Malik. Vivant, brisé, amaigri, mais vivant. Il portait les cicatrices des camps secrets, des trahisons, des tortures. Mais il avait aussi des dossiers. Des noms, des preuves, et un plan. Tu crois que le dossier Kara est l'origine? C'est juste une façade. Ce qu'ils veulent vraiment, Aminata, c'est détruire la base de données citoyennes. Tu comprends? Ils vont la vendre. Chaque nom, chaque dossier médical, chaque identité. Elle resta sans voix. Ils ne veulent pas que tu survives. Ils veulent que tu n'aies jamais existé. Puis, soudain, le bâtiment vibra. Une explosion, étouffée. Des cris. La lumière clignota. Quelqu'un avait déclenché le plan B. Malik la poussa vers la fenêtre. On saute. Tu es fou. Le vrai piège n'est pas ici. Il est en toi. Ils t'ont injecté une puce de localisation quand ils t'ont arrêté. Tu es suivi depuis 3 jours. Et sans autre mot, ils sautèrent. Un filet tendu entre 2 immeubles les réceptionna à l'étage inférieur. Ils roulèrent au sol, hurlant, puis filèrent dans les ruelles. Au loin, les sirènes hurlèrent, les drones tournaient déjà dans le ciel. Aminata, haletante, avec le souffle en feu, comprit enfin.
Elle venait de passer le seuil. Elle n'était plus dans son monde. Elle était entrée dans celui de ceux qui refusent de mourir en silence. Le refuge était une ancienne fabrique coloniale désaffectée, près des marais de Rufisque. Là, Malik opérait dans l'ombre avec un petit réseau d'activistes numériques, anciens agents déchus, archivistes, jeunes hackers masqués par des pseudos et des peurs. Ils appelaient leur groupe Bulle de sel. Parce qu'au Sénégal, le sel ne ment jamais. Il reste, même après l'évaporation. Aminata dormait à peine, hantée par le regard d'Idriss, par la maison de maman Daba partie en flammes, et par la voix de sa mère qu'elle n'avait pas entendue depuis 2 jours. Mais la mission avançait. Elle avait décrypté une partie du dossier Kara. Une chaîne de chiffres sans logique apparente. Jusqu'à ce que Souko, un jeune hacker albino surnommé Marabout du Code, reconnaisse une suite cachée dans une vieille chanson Wolof que son grand-père lui chantait. J'appartenais à une belle-mère, puis je me suis emparé d'elle. Les nombres correspondaient à des coordonnées. Pas de lieu physique, mais de personnes. Des fichiers biométriques appartenant à des enfants de quartiers pauvres, inscrits à leur insu dans un programme expérimental d'effacement d'identité numérique. Des orphelins transformés en nombres. Des êtres humains vendus à des agences étrangères comme données brutes. Et parmi ces noms, Aminata vit quelque chose qui lui coupa le souffle. FAYE, Yobalou né en 2016, orphelin, statut, exporté. Nom de la mère, inconnu. ADN partiel, correspondant 68,7% avec AFAI. Elle sentit la pièce tourner. Un enfant. Son enfant, dont elle n'avait jamais su l'existence. Retour brutal. Idriss. La grossesse qu'elle avait cru être une fausse couche dans sa dernière année d'université. Il l'avait amenée à la clinique, l'avait tenue pendant les douleurs. Et si il ne l'avait jamais perdue? Et s'il l'avait volée? Disparue sous prétexte de complications. Aminata explosa en sanglots, la mâchoire crispée, le poing serré sur le fichier. Mais ce n'était pas le moment de ployer. Malik posa une main sur son épaule. Je pense savoir où ils l'ont gardé. Il y a une unité de stockage temporaire sur l'île de Gorée. Tu n'y vas pas seul. Ils partirent à l'aube, en pirogue. La mer était lourde, agitée. L'île silencieuse comme si elle attendait un secret à délivrer. Dans une bâtisse cachée derrière un ancien entrepôt d'esclaves, ils découvrirent des boîtes métalliques remplies de serveurs. Et une salle, froide, pleine de lits vides. Des bracelets électroniques. Des restes de vêtements d'enfants. Mais un enfant était encore là. Recroquevillé. Muet. Peau sombre, yeux vifs. Pas plus de 8 ans. Il murmura, à peine audible. Yobalou. Aminata faillit tomber à genoux. Elle s'approcha. Il se recula. Mais ses yeux, les siens, le même regard que dans le miroir. Elle le prit dans ses bras. Il ne cria pas. Puis un sifflement. Une balle. Malik fut touché à l'épaule. Un drone apparut au-dessus de l'enceinte. Un homme en combinaison grise avançait, lourdement armé. Remets l'enfant. Et on est en tout. Aminata sortit le disque dur. Elle savait. Ce n'était pas l'enfant qu'il voulait. C'était la preuve vivante que leur crime était réel. Elle lança le disque dur au loin dans la mer. Il s'enfonça dans l'eau. Et à ce moment-là, le drone explosa. Souko venait d'activer la défense depuis Rufisque. L'homme recula, mais trop tard. Une grenade artisanale le cueillit dans l'ombre. Aminata, ensanglantée, tenant Yobalou contre elle, regarda l'horizon. Elle venait de tout perdre, mais elle avait trouvé ce qu'on lui avait volé. Et maintenant, elle n'était plus seulement la femme qu'ils ont trahie. Elle était la mère qu'ils ne pourront jamais effacer. Le silence de Yobalou était lourd comme une malédiction. Depuis qu'il l'avait sorti de la salle froide de Gorée, il ne parlait pas. Pas un mot. Juste ce regard d'animal blessé. Et une habitude étrange, tracer des cercles invisibles sur sa paume. Encore et encore, comme un code dont il était le seul à comprendre la clé. Aminata le veillait nuit et jour. Et Malik, malgré sa blessure, menait ce qu'ils appelaient la dernière traversée. L'approche du cœur corrompu du système. Ils avaient besoin d'un accès, d'un témoin. Et ils le trouvèrent, là où ils s'y attendaient le moins. À Touba, dans une maison religieuse discrète, Aminata rencontra Serigne Babacar Syll, un chef marabout respecté, jadis proche du régime.
Mais ce vieil homme portait une fatigue étrange dans les yeux, et une mémoire piégée par le remords. Il y a 15 ans, j'ai signé un décret que je ne comprenais pas. J'ai béni un projet nommé Data. Aujourd'hui, je sais que j'ai béni un tombeau. Il leur montra un ancien carnet diplomatique, signé par l'ex-ministre de l'Intérieur, par l'ambassade de l'Union européenne, et par un ancien président. Mais ce n'était pas le plus dérangeant. Dans le coin inférieur droit, la signature d'Aminata. Elle fut prise de vertige. C'est impossible. Je n'étais même pas au ministère à cette époque. Babacar la fixa. Ils ont utilisé ton nom, ton profil, ta biométrie. Tu es le visage légal du projet. Si ce projet tombe, ils tomberont tous, mais toi aussi. Ce fut un choc. Aminata n'était pas seulement une victime. Elle était aussi le bouclier légal du système. La marionnette idéale. Le nom immaculé utilisé pour signer l'enfer. Cette nuit-là, Yobalou parla enfin. Juste un mot, en plein cauchemar. Dakar. Retour au centre. Malik comprit. Il a été reprogrammé pour oublier. Mais son corps se souvient. Ils ont une salle à Dakar, probablement au cœur du palais. Il a été exposé à quelque chose qu'il ne devait jamais voir. Le plan prit forme. Un membre du service présidentiel, Senabou Diène, contacta Aminata en secret. Elle n'était pas une inconnue. C'était la cousine de feu le père d'Aminata, ancienne militaire reconvertie dans la cybersécurité. Et elle avait vu trop de jeunes disparaître dans les failles du système. Je ne te demanderai pas si tu veux te battre. Je vais juste te dire que demain, à midi, le président lance une démonstration du nouveau réseau numérique national. C'est là qu'il faut tout faire sauter, ou tout est perdu. Mais ce qu'elle ne leur dit pas, c'est qu'un autre joueur se rapprochait. Idriss. Il avait quitté le ministère. Il avait compris que le système allait l'avaler à son tour. Et il avait une information. Le président n'était pas le vrai cerveau. C'était le fils du président, un génie de la finance numérique, opérant depuis les Émirats. Et il voulait récupérer Yobalou. Pas comme victime, mais comme clé génétique. Car Yobalou n'était pas qu'un enfant. Il était un prototype. Le premier à être intégré dans un réseau d'intelligence prédictive basé sur l'ADN. Et Aminata était la source principale de cette technologie. Dans une vidéo confidentielle retrouvée par Malik, une voix scientifique disait « Grâce au profil de Afai, nous avons pu générer un enfant capable de synchroniser ses données émotionnelles avec un algorithme en temps réel. Il est l'avenir de la gouvernance algorithmique africaine. » Un silence tomba dans la pièce. Aminata comprit que son combat n'était plus moral. Il était existentiel. Yobalou était le futur. Et elle devait choisir. L'exposer pour renverser l'État, ou le protéger en sacrifiant la vérité. Un soleil pâle planait sur Dakar ce matin-là, comme s'il savait que quelque chose allait se briser. Peut-être un système, peut-être une femme, peut-être le monde lui-même. Dans une loge technique au sous-sol du CICAD, Aminata Faye tenait le micro de la régie média entre ses doigts tremblants. Elle portait un tailleur noir, sobre, presque militaire. Ses cheveux tressés étaient tirés en arrière, exposant ses yeux cernés, brûlants. À ses côtés, Malik, bandé à l'épaule, pianotait sur un ordinateur. Dans une pièce adjacente, Yobalou dormait, entouré de 2 jeunes gardes du collectif Bulle de Sel. Le plan était simple. À midi, le président allait monter sur scène pour présenter le nouveau système unifié d'identité numérique, SUIN, vanté comme la solution miracle pour la sécurité, la santé et l'éducation en Afrique de l'Ouest. Mais ce que personne ne savait, c'est que le serveur principal de cette architecture était implanté dans le cerveau de Yobalou, et que l'enfant devait être sacrifié pour que le système soit activé définitivement. Malik l'avait découvert dans un document classé ultra confidentiel, volé à la DGSE sénégalaise. Nom du dispositif, Protomessie. Objectif, connecter une conscience humaine native à un algorithme national pour calcul émotionnel et réaction prédictive d'état. Sujet pilote, Yobalou. Code activation, ADN de la mère. Aminata avait été choisie pour son profil psychogénétique rare, sa mémoire eidétique et sa résilience émotionnelle. Elle n'était pas simplement la mère de Yobalou. Elle était l'algorithme initial.
À 11h52, la salle principale se remplissait. Diplomates, journalistes, ministres et, en haut des gradins, Idriss, les yeux cernés, un pli nerveux sur la joue. Il regardait la scène. Mais ses yeux cherchaient Aminata, dans l'oreillette de Malik. Tout est prêt. Une fois qu'elle parle, on diffuse en direct sur les chaînes nationales et l'Internet satellitaire. Aminata prit une inspiration, se leva, mais le téléphone de Malik vibra. Un message inconnu. Si elle parle, on tue l'enfant. Tout de suite. Nous savons où il est. Il est déjà visé. Aïe silence. Aïe vide. Le monde bascula. Aminata sentit chaque cellule de son corps hésiter entre hurler et disparaître. Elle regarda l'enfant à travers la vitre. Il dormait, paisible, insouciant. Et elle comprit. Ce qu'eux n'avaient jamais compris. Elle n'avait pas besoin d'exposer la vérité. Elle était la vérité. À 12h pile, le président monta sur scène. Il souriait, parla de progrès, d'avenir, de souveraineté numérique. Puis, au moment de lancer la vidéo de démonstration, écran noir, et une voix, claire, tranchante, reconnaissable. Je suis Aminata Faye, analyste, mère, victime, témoin, et vivante. Le système que vous allez activer ne protège personne. Il sacrifie des enfants pour fabriquer une Afrique calculable. Le premier de ces enfants dort à quelques mètres de vous. Il s'appelle Yobalou, et il ne vous appartient pas. Un tumulte, des cris, des regards qui se tournent, des caméras braquées, une vérité nue, irréversible. Puis un deuxième écran s'allume. Un visage inattendu. Idriss. Il regarde la foule. Il parle. Je suis complice. Oui, mais je ne peux pas regarder ça se produire. Voici les documents, les enregistrements, les codes. Ce système n'est pas sénégalais. Il appartient à un groupe militaire international financé par un fonds anonyme basé à Genève. Ils ont fait de Yobalou un dieu-machine. Et ils vont recommencer. Avec d'autres. Cris, tumulte, armes sorties, fuite du président, signal brouillé. Mais trop tard. La vidéo est déjà reprise partout. Dans les sous-sols, Aminata serre Yobalou dans ses bras. Il se réveille. Pour la première fois, il sourit. Mais derrière eux, une silhouette s'avance. C'est Naboudienne. Elle retire son badge. Elle le jette au sol. Tu dois disparaître, Aminata. Tu as gagné. Mais ils ne te laisseront pas partir. Le pays n'est pas prêt à voir son reflet dans tes yeux. Aminata la regarde. Je ne suis plus là pour qu'ils me regardent. Je suis là pour qu'ils sachent que je les regarde. Et sans bruit, elle quitte le centre, enveloppée dans la foule, Yobalou dans les bras, un sac sur l'épaule. Personne ne la retient. Personne ne l'arrête. Mais tout a changé. Les jours qui suivirent l'attentat médiatique d'Aminata Faye furent étranges, irréels. Le président déclara que tout n'était qu'un montage d'opposants. Le ministre de la Communication parla de deepfake. Le palais envoya des émissaires, des dénégations, des sourires en costume noir. Mais le peuple avait entendu. Et, dans les ruelles, les souks, les radios locales, une rumeur naquit. Mère algorithme. Une femme qui avait retourné le code contre ses créateurs. Une voix. Un masque. Une menace pour les puissants. Personne ne savait où elle était. Certains disaient qu'elle était morte. D'autres juraient l'avoir vue à Kédougou, sous un hymne géant, tenant un enfant par la main, vendant des beignets. En vérité, elle était à Ziguinchor, dans un monastère abandonné, réaménagé par une cellule de veuves et de filles d'exilés. Des femmes que personne ne soupçonnait. Des femmes devenues les gardiennes d'un monde de données volées à l'État. Yobalou allait mieux. Il parlait peu, mais il chantait. Et dans ses chansons, Aminata reconnaissait parfois d'étranges combinaisons, des fragments d'algorithmes, des réponses codées, comme si l'enfant continuait de décrypter le monde autour de lui. Mais ce jour-là, un message troubla le silence. Par une radio artisanale, une voix connue de Malik surgit. « Aminata, c'est Idriss. J'ai survécu. Mais pas longtemps. Tu dois venir à Louga. Tu dois voir ce que ton père a caché. Tu dois savoir pourquoi ils t'ont choisi. » Elle ne voulait pas répondre.
pas replonger. Mais elle y alla. À Louga, dans une maison de campagne en ruine, Aminata découvrit un coffre en bois scellé par une lame de cuivre. Idriss y avait laissé une lettre manuscrite. « Tu crois que tu as été choisi par hasard? » Non. Ton père, feu professeur Faye, travaillait en 1997 sur un projet avec les Nations Unies, la cartographie de conscience génétique chez les populations postcoloniales. Il t'a protégé en dissimulant ta participation. Tu étais la première. Ils t'ont étudié avant même ta naissance. Ton esprit, ta mémoire, ta résistance. Tu étais l'unique sujet compatible. Et quand ton père a tenté de tout arrêter, ils l'ont accidenté, point. Elle tomba à genoux. La voiture, la pluie, la route barrée. Ce n'était pas un accident. C'était un assassinat. Et elle avait grandi sans jamais le savoir. Derrière elle, un bruit. Un souffle. Elle se retourna. Sénaboudienne. Pas armée, pas menaçante, mais avec une voix grave, douce et froide. Tu as la dernière pièce. Le projet a été relancé à Genève. En ton nom, par des gens que tu as oubliés. Et ils ont cloné Yobalou. Aminata resta figée. Elle sentit tout l'air quitter ses poumons. Ils vont l'utiliser pour diriger la Banque panafricaine d'algorithmes. Une gouvernance par le calcul. Et ils n'ont plus besoin de toi. Tu es l'anomalie qu'ils veulent effacer. Alors Sénabou tendit un petit paquet. Une clé. Un simple cube métallique. Voici l'empreinte originale. Le code mère. Si tu la détruis, tu empêches leur projet. Mais tu coupes aussi Yobalou de son réseau. Il deviendra un simple enfant. Le dilemme. La ligne de feu. Le code ou l'âme. Le monde ou l'enfant. Cette nuit-là, Aminata pria. Pas un dieu. Pas un esprit, mais le souvenir de son père. Et au matin, elle fit son choix. Elle plaça la clé dans le feu et la regarda fondre. Yobalou dormait encore sur un lit de raffia. Elle s'approcha, l'embrassa doucement sur le front, et pour la première fois, il l'appela. Maman. La vérité ne serait peut-être jamais complète. La justice, jamais totale. Mais l'humanité, elle, avait été sauvée. Pas par des armes, mais par une mère. Ils avaient dit qu'elle était morte. Officiellement, Aminata Faye était décédée dans l'incendie d'une maison rurale à Louga, avec l'enfant qu'on appelait le prophète Codé. Un corps calciné, un test ADN manipulé, une cérémonie silencieuse. Puis le calme, l'oubli, du moins en surface. Mais quelque chose avait changé. Dans les classes de quartier, on voyait apparaître un nouveau manuel. Non autorisé, sans éditeur connu, un livret sobre, algorithme pour les enfants libres par AF. Dans les murs d'écoles effondrées, des phrases peintes à la bombe. La vérité n'est pas une donnée, elle est une dette. Dans les ondes radio, au nord du Mali, une fréquence revenait, chaque pleine lune. Une voix féminine, posée, grave. Ici, mère algorithme. Le code appartient à ceux qui savent aimer sans vouloir posséder. Et dans les bureaux feutrés de Genève, les directeurs du projet Sovereign Link tombaient les uns après les autres. Fuite bancaire, sabotage de données, un rapport du FMI suspendu, des fichiers anéantis, des systèmes qui refusaient soudainement de reconnaître leur créateur. La vérité, Aminata n'avait jamais fui. Elle avait semé. Dans une vallée oubliée du fleuve Sénégal, un petit institut portait un nom en wolof ancien. Xam Xam Jean, la connaissance éclairée du soleil. Dirigé par une femme au visage caché. Toujours en mouvement. Les enfants l'appelaient Maman Kobendao, la petite mère au secret. Elle formait de jeunes filles à la cryptographie, de jeunes garçons à l'histoire de l'Afrique numérique, et un certain Yobalou, devenu adolescent, au chant rituel des peuples disparus. Mais ce matin-là, un hélicoptère s'écrasa dans le désert de Niani. Un crash mystérieux. Aucun survivant. À bord, un ministre européen, 2 chefs d'entreprise et un ancien agent sénégalais. Parmi les débris, un petit morceau de papier, à moitié brûlé, écrit à la main. Ce n'est pas nous qui avons disparu. C'est vous qui avez été trop visibles. À Dakar, 6 ans après la disparition d'Aminata, une intelligence artificielle gouvernementale appelée Dara fut arrêtée soudainement. Elle refusait toute commande.
Quand on tenta de forcer sa réactivation, elle afficha un seul mot à l'écran. Maman. Et ce jour-là, dans un cybercafé de Gijaway, un jeune garçon reçut un message sur son téléphone. Pas de numéro, juste un fichier audio. Une voix familière, apaisée, fière. Tu n'étais pas un outil. Tu étais un miracle. Continue, mais marche dans l'ombre. Laisse les autres voir la lumière. Le garçon sourit. Ses yeux brillaient. Son nom, Yobalufai. Aminata ne revint jamais en public. Mais elle était partout. Dans le code, dans les réseaux, dans les enfants, dans le choix qu'elle avait fait. Elle avait conquis l'empire le plus vaste. Le mythe. Merci d'avoir voyagé à travers ce récit du voyage du héros africain, tragique et magnifique.